Madame, monsieur, bonsoir. Jacques Aristide à Washington. Ravi de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui, en ce mardi 10 décembre 2019. Les titres que nous allons développer ce soir. Jerry Nadler, le leader démocrate de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, a annoncé 2 chefs d'accusation. Aujourd'hui, au nom de la Constitution et de notre pays, la commission judiciaire de la Chambre introduit 2 articles de mise en accusation contre le président des États-Unis, Donald Trump, pour crimes et délits majeurs. Le premier est abus de pouvoir. Le second, entrave à la bonne marche du Congrès. Adam Schiff, chef de la commission du renseignement, qui a mené plus de 2 mois d'enquête sur l'affaire ukrainienne, a ajouté: Nous sommes ici aujourd'hui car l'abus par le président de ses pouvoirs ne nous a laissé aucune autre alternative. Les républicains rejettent en bloc toutes ces accusations. Nous n'avons pas de crime, rien que nous puissions réellement identifier, et personne ne comprend vraiment ce que la majorité essaie de faire. Depuis le début, le président Donald Trump martèle qu'il n'a rien fait de mal et dénonce une mascarade montée de toutes pièces par les démocrates. C'est une honte. C'est une honte pour notre pays. C'est un canular et cela ne devrait plus jamais se reproduire. Les 2 chefs d'accusation seront adoptés en séance plénière sans doute la semaine prochaine à la Chambre des représentants où les démocrates sont majoritaires. Une simple majorité suffira pour que Donald Trump devienne le 3e président de l'histoire américaine à être mis en accusation au Congrès. Avant lui, seuls les présidents Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998 ont été officiellement mis en accusation. Le président républicain Richard Nixon avait démissionné avant le vote en 1974. Comme eux, Donald Trump devrait survivre. Les républicains sont majoritaires au Sénat et pour que la destitution puisse passer, il faudra le vote de 2/3 des sénateurs. Donald Trump sera probablement acquitté puisque le Sénat qui sera chargé de le juger est contrôlé par les républicains qui font bloc autour de lui avant les élections de novembre 2020. L'instant est solennel, tout sourire. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed fait son entrée dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville d'Oslo pour recevoir sa distinction. Monsieur le Premier ministre, je me suis perdue dans les mots. Je suis ici pour vous remettre un prix sous la forme d'un diplôme et d'une médaille d'or. Un diplôme, une médaille d'or et un chèque d'environ 850 000 € pour saluer l'effort de réconciliation mené par Abiy Ahmed avec l'ancien pays frère ennemi, l'Érythrée. Le 9 juillet 2018, en effet, à l'issue d'une rencontre historique à Asmara, la capitale érythréenne, le jeune Premier ministre de 43 ans a mis fin avec le président érythréen Isaias Afwerki à 20 ans d'état de guerre. J'accepte ce prix au nom de mon partenaire et camarade de paix, le président Isaias Afwerki. Lui-même ancien soldat, Abiy Ahmed a aussi témoigné des ravages de la guerre. La guerre est la quintessence de l'enfer pour toutes les personnes impliquées. Je le sais parce que j'ai été là et suis de retour. J'ai vu des frères massacrés et des frères sur le champ de bataille. Une situation que le Premier ministre éthiopien ne veut plus revivre. Nous ne voulons pas que la Corne de l'Afrique soit un champ de bataille pour les superpuissances, ni une cachette pour les marchands de la terreur et les courriers du désespoir et de la misère. Cette vision n'est pas partagée par tous. En octobre dernier, des manifestations anti-Abiy ont débouché sur des affrontements ethniques qui ont fait 86 morts. Quant au processus de rapprochement avec Asmara, il connaît des difficultés. Plusieurs postes frontières qui avaient rouvert sont de nouveau fermés. Des questions qui ont peut-être motivé le refus du nouveau prix Nobel de la paix d'accorder une conférence de presse après la cérémonie de distinction. À la base, les jeunes ont incendié un bureau de la police dans le quartier Katoyi, dénonçant l'inaction des autorités face à un cas de vol à main armée qui s'est produit dans la nuit de lundi à ce mardi.
Environ 10 maisons ont été visitées par ces bandits qui ont tout emporté et une personne a été tuée. Ils sont arrivés, ils ont cassé la fenêtre et les portes. Ils sont entrés et ils ont commencé à nous frapper à mort. Moi, ils m'ont frappé avec la machette qui m'a blessé ici. Ils ont emporté les téléviseurs, les téléphones et autres biens. Ce matin, les jeunes du quartier Katoyi, visités par ces bandits, ont voulu manifester leur colère en bloquant la circulation et la police qui tentait de les disperser a tiré à balles réelles, touchant les jeunes Théophile qui se rendaient à l'école. Sa famille reste inconsolable. D'autres élèves, badants, sont alors venus gonfler les rangs des manifestants. Il s'en est suivi une confrontation entre policiers et manifestants avec des jets de pierres contre lacrymogènes et tirs de sommation. Nous avons demandé une audience en flagrance contre l'auteur de cet assassinat qui doit être sévèrement puni pour que la sanction qui lui sera imposée puisse être une sanction dissuasive à l'endroit des autres policiers qui pourront essayer de recourir à l'usage des armes létales lorsqu'il y a maintien de l'ordre public. Le chef de la police au Nord Kivu, le colonel Van Kasongo, a confirmé l'arrestation des 3 éléments de la police qui auraient tiré sur les jeunes. Leur procès en flagrance est annoncé pour ce mercredi 11 décembre. Charlie Kasereka pour VOA Afrique Goma. La violence a franchi un nouveau seuil fin novembre dans les 2 régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Ici à Boa, les habitants vivent constamment dans la peur et ce, malgré la promesse du chef de l'État de doter les 2 régions d'un statut particulier. Personne ne sait ce que va être dans ce statut spécial. C'est juste une mythe. Il y a des gens qui disent « Oh, ça peut être comme ça, ça peut être comme ça, ça peut être comme ça ». Mais qu'est-ce que l'État dit? La question anime constamment les débats, notamment dans cette partie nord du pays. Sur le terrain, les organisations humanitaires s'inquiètent d'un durcissement du conflit. Le gouvernement doit réagir très vite. Le gouvernement doit faire ça comme une priorité, mais la façon qu'il fait les choses, moi je ne vois pas si ça c'est les priorités. Des priorités occupées avec les élections. Aujourd'hui, plus de 2 mois après le grand dialogue national, aucun projet de loi sur ce statut spécial n'a été déposé au Parlement. Et on avait fait un document, une proposition. Moi j'espère que aussi les choses que nous, les fédéralistes, pensent qu'on peut avoir ça au Cameroun, ils peuvent mettre ça dans le statut spécial aussi. Parce que ça va aider aussi à calmer ou à apaiser les gens. En 2 ans, ce conflit a poussé plus de 700 000 personnes à fuir leur domicile. Entre 300 et 400 villages ont été détruits et 91% des enfants sont déscolarisés selon OCHA. Depuis juillet, Human Rights Watch estime qu'au moins 130 civils ont été tués. Chaque année, les représentations des différents États viennent présenter les opportunités d'affaires, les voyages et aussi la culture de leur pays. Ce rendez-vous dénommé le Winter National se passe au cœur de la capitale des États-Unis, Washington, D.C. Winter National est une vitrine culturelle et un marché que nous avons créé il y a 8 ans de cela, dans le but de rassembler les diplomates, les gouvernements et les entreprises sous un même toit, ici au centre du commerce international, au cœur de la capitale et précisément dans le bâtiment de Ronald Reagan. Le continent africain n'est pas resté en marge de cet événement. Ils sont venus du Malawi, de l'Ouganda, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Kenya, entre autres. J'aime beaucoup parce que cela nous lie au monde entier. Cela nous aide également à savoir ce qui intéresse les gens, à acheter et à promouvoir le pays. Il y a beaucoup d'intérêt pour les personnes qui veulent acheter les choses du Kenya, en particulier les colliers à cause de la solidité de leurs perles. Il y a des femmes qui veulent les perles parce qu'elles les aiment et elles veulent aussi en offrir comme cadeau de Noël à des membres de la famille. Pour certains, c'est l'occasion de collecter des informations sur des pays qu'ils aimeraient visiter très prochainement. Pour d'autres, c'est le témoignage de l'amour porté à un pays donné. Je travaille pour l'ambassade de Côte d'Ivoire, ça fait 40 et quelques années. Et ça fait vraiment un plaisir, c'est une famille, c'est un très bon pays, tout le monde a visité. Nous avons des très belles choses à vous montrer.
Cette exposition multicolore est une opportunité pour certains de faire de bonnes affaires. J'ai acheté un sac magnifique et une jolie boucle d'oreilles recyclée, ce qui m'amène à me dire que nous devrions aussi commencer à recycler nos vieux vêtements. Fefe et Wanira sont deux amis qui estiment que cette rencontre est un moment de reconnexion pour elles avec leurs racines africaines, mais aussi un vrai régal en termes de richesse culinaire. Nous souhaitons la bienvenue aux différents pays. C'est tellement beau d'avoir leur art, leurs images et leur amour. C'est vraiment exceptionnel. Je n'étais jamais venue à Winter National pour voir autant d'ambassades représentées ici, mais surtout goûter à des bons plats du monde entier. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous mes frères et sœurs africains qui sont là. Je vous aime tous et j'ai vraiment passé un merveilleux moment ici aujourd'hui. Selon les organisateurs de Winter National, c'est une réelle satisfaction de voir cet événement qui a commencé avec une poignée d'ambassades, devenue ce qu'elle est aujourd'hui avec la participation de plus d'une soixantaine. Pendant des générations, la pêche sur le lac Wenya, au Mali, a été une source de vie et de revenus pour Modeste Traoré. Il avait espéré passer le flambeau à certains de ses enfants, mais son rêve est menacé par la hausse des températures et l'évaporation de l'eau sur le lac. Si ça continue, je ne pense pas que nos enfants puissent devenir pêcheurs. Mais nous essayons de nous assurer que l'eau du lac ne disparaisse pas complètement. Les précipitations imprévisibles et l'érosion ont également exercé une pression énorme sur les communautés. Le problème est que le lac rétrécit et que l'eau ne reste pas assez longtemps comme avant. Elle devient complètement sèche à un moment de l'année, ce qui nous inquiète beaucoup. Au cours des 20 dernières années, le lac a tari à plus de 80% pendant la saison sèche, selon Caritas Suisse, une ONG qui mène un projet environnemental dans la région. Le coordonnateur local Moussa Savadogo affirme que l'amélioration des pratiques agricoles et la gestion de l'eau sont cruciales. Au moment de la décrue, les communautés descendent dans le lit du lac pour faire des périmètres maraîchers. Et au moment de la crue, tout le monde sort de ce lac en laissant les débris, les haies vives, les haies mortes dans le lac. Et ce n'est pas tout. Les incidents pluviométriques, plus les attitudes, le comportement des communautés, s'ils ne changent pas, vraiment dans 5 ans, le lac risquera de disparaître. Dans 5 ans. Savadogo affirme que les habitants prennent des mesures pour préserver le lac. Ils ont planté 56 000 arbres pour reconstituer la forêt et maintenir leur source de vie. Il insiste sur l'importance de ce lac pour les gens qui y vivent. Bonsoir à tous. Décidément, l'année 2019 est celle de Megan Rapinoe. Après avoir décroché le Ballon d'Or, l'attaquante américaine a remporté un autre titre mondial prestigieux. Elle a été désignée personnalité sportive de l'année 2019, Coupe du Monde, meilleure joueuse et meilleure buteuse du mondial, joueuse FIFA de l'année et Ballon d'Or France Football. Avec un tel palmarès, eh bien, il n'en fallait pas plus pour que le magazine Sport Illustrated lui attribue le titre de sportive de l'année. Elle est seulement la 4e femme dans l'histoire à remporter ce prix. Mais il n'y a pas que les performances sportives de Megan Rapinoe qui ont pesé dans la balance. Sa forte personnalité a fait d'elle la figure emblématique de la sélection américaine, voire du foot féminin dans sa globalité. Sa pose après chaque but est devenue l'une des images fortes de la compétition et elle est désormais connue pour ses prises de position sans langue de bois, mais aussi son look. Et puis, en handball, la Russie, première qualifiée pour les demi-finales du mondial de handball féminin, les Russes championnes olympiques en titre et vice-championnes d'Europe 2018, ont validé le premier ticket pour les demi grâce à leur victoire contre le Monténégro, battu 35-28. De son côté, l'Espagne, vainqueur du Japon 33-31, est en ballottage favorable, mais devra prendre un point demain contre la Russie, toujours invaincu lors du dernier match du tour principal pour se qualifier. Par contre, l'Angola, la République démocratique du Congo et le Sénégal sont éliminés. Non qualifiés pour le tour principal, angolaises, congolaises et sénégalaises vont se contenter du tournoi de classement. Chose promise, chose due, je vous l'annonçais hier. La Basketball Africa League débutera l'année prochaine avec 12 équipes en préparation de la première saison. Eh bien, la Fédération internationale de basketball et la NBA cherchent à ouvrir
le jeu aux joueurs africains et internationaux vivant ici aux États-Unis. 50 joueurs étaient ainsi présents lors de 2 journées de recrutement organisées afin de permettre aux entraîneurs de repérer des talents. Dili Diko, notre correspondante à New York, nous fait le point. Lors de ces 2 premières journées de recrutement de la Basketball Africa League, le président de la Ligue, Amadou Gallo Fall, a déclaré que l'objectif de l'événement est de donner aux recruteurs l'occasion d'évaluer plusieurs talents à la fois. Pour notre première Basketball Africa League, nous faisons certes la promotion de talents africains locaux, mais nous voulons également attirer les talents mondiaux vers la Ligue afin de créer une excellente ligue. Il s'agit essentiellement d'une initiative de recrutement que nous avons mise en place pour que les équipes viennent évaluer les talents et, on l'espère, les faire intégrer leurs équipes. Les joueurs ont participé à des tests d'athlétisme, à des exercices de développement de compétences et à des matchs à 5 contre 5 devant des recruteurs, des dirigeants de clubs et des entraîneurs. Craig Madzinski a été entraîneur aux États-Unis et au Burundi. Il y a des très bons talents ici, des jeunes avec des compétences brutes, mais aussi beaucoup de jeunes avec des bases solides. Vous savez, maintenant il s'agit de trouver la personne qui correspond aux besoins de votre équipe, de votre club ou de votre organisation spécifique. Les organisateurs disent que l'objectif de la Basketball Africa League est d'attirer les meilleurs talents africains et internationaux, ainsi que des joueurs des universités américaines et de la Ligue de développement de la NBA. Le meneur de jeu américano-nigérian, Uchenna Iregbu, dit que cette nouvelle ligue pourrait être un tremplin vers la NBA. C'est un super moment, un grand moment, un moment historique pour la Ligue qui s'exporte en Afrique pour relever les talents. Je suis très heureux d'en faire partie. Les 12 équipes auront chacune 16 joueurs, dont au moins 8 doivent être citoyens du pays d'origine de leur club. 4 joueurs peuvent être d'autres pays, mais seuls 2 joueurs sur 16 peuvent être non-africains. Le Sud-Soudanais Obi Jajet explique que jouer professionnellement en Afrique est un rêve pour lui. J'ai joué ici pendant 4 ans à l'université dans l'État du Nouveau-Mexique. Et ma famille ne m'a pas vu jouer une seule fois car il est difficile pour eux de venir ici aux États-Unis. Mais désormais, si je rejoins la Ligue, je pourrai jouer en Afrique et ma famille pourra venir me voir jouer. C'est vraiment mon rêve. La Basketball Africa League doit débuter en mars 2020. Elle comptera des équipes du Sénégal, du Mali, du Cameroun, du Nigeria, de la Tunisie, de l'Égypte, de l'Angola et du Maroc. La finale aura lieu en mai au Rwanda. Dili Diko, VOA Afrique, New York. En football, Ashanti Kotoko a un nouvel entraîneur. Après le départ du Norvégien Ketil Zakariasen au lendemain de l'élimination en Coupe CAF, le club ghanéen a engagé Maxwell Konadu. L'actuel entraîneur de l'équipe nationale locale du Ghana a accepté le poste contre un contrat de 2 ans. Konadu avait déjà effectué un premier passage chez les Porcs Épics lors de la saison 2011-2012 avec le titre de champion du Ghana à la clé. L'objectif de ce nouveau bail est de requalifier Ashanti Kotoko pour la Ligue des Champions. Le nouveau coach a été présenté à la presse aujourd'hui à Koumassi. Voilà, on s'arrête ici pour les sports. On se retrouve demain. Point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Merci à toute l'équipe qui se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. Take care. Prenez bien soin de vous. À demain. Merci, au revoir.